Dans la prison, on me rajoute une double peine. Donc du coup, je suis isolé de tous les détenus. J'ai pas le droit d'aller à l'école, pas le droit d'avoir une formation, pas le droit d'aller au sport. Donc, bonjour Mara Kanté. Bonjour à toi, Merci Moïse. beaucoup de répondre à nos questions. Qui est Mara Kanté? Bah déjà, bonjour à vous, hein. Mara Kanté, c'est un jeune de Villers-le-Bel qui a grandi dans une famille, on va dire, de polygames. Un père malien, une mère sénégalaise. Et la première femme de mon père, elle est malienne. Donc du coup, voilà, moi, mes parents, j'ai grandi dans cette ambiance très fraternelle, très charnelle, très, comment dire ça, très conviviale, avec 16 frères et sœurs. Du coup, on a grandi tous ensemble. Et c'est, on va dire, le melting pot du sang. Je prétendais à une carrière de footballeur professionnel. J'ai très vite, à un moment donné, statué sur mes études. Je me suis dit, c'est pas pour moi, donc il va falloir quitter ce système-là. Je voyais pas une fin en soi dans les études, donc je me suis tout simplement retiré de l'école et je me suis mis à fond dans ce que je pratiquais le mieux, mon art, le football, et j'ai travaillé dur pour pouvoir atteindre et toucher mes rêves du bout du doigt. Et du coup, voilà, j'ai été accusé à tort. J'ai clamé mon innocence, j'ai crié mon innocence, j'ai écrit mon innocence. Mais la justice ne m'a pas écouté, la justice ne m'a pas entendu, la justice ne m'a pas cru. Voilà, moi, j'avais pas de casier judiciaire, j'avais pas de problème avec la police en particulier, si ce n'est que vraiment ces affrontements, comme un jeune de banlieue, hein, où tu es tout le temps amené à te faire contrôler, tu es tout le temps amené à recevoir des insultes ou en gros c'est une forme d'oppression et c'est une forme d'apartheid que nous on vivait à notre échelle à Villers-le-Bel. On m'a mis en isolement 11 mois. J'avais 20 ans à l'époque et on m'accuse de quelque chose que j'ai pas fait. On me met en détention. De surcroît, on me met dans une maison d'arrêt qui est extrêmement difficile, dans des conditions extrêmement difficiles. Dans la prison, on me rajoute une double peine. Donc du coup, je suis isolé de tous les détenus, j'ai pas le droit d'aller à l'école, pas le droit d'avoir une formation, pas le droit d'aller au sport. Donc tu comprends que là, tout devient très compliqué et je deviens réfractaire à toute autorité, je deviens réfractaire à tout ce système-là, je deviens réfractaire à tout ce qui entoure l'autorité, la police, la justice, les juges, les procureurs, les avocats, les magistrats, les profs, toutes les institutions, toute personne qui représente un pouvoir euh, dans notre État. Je suis devenu réfractaire à ça. Ils veulent nous tuer, ils veulent nous enterrer vivants, donc on va se battre. Peu importe ce qui va se passer par la suite, on va prendre les peines qui tomberont, on va assumer, on va sortir, et on va vivre notre vie comme il se doit. Et à l'époque où je pensais ça, vivre ma vie comme il se doit, c'est être anti-système. Ensuite, au fur et à mesure que les mois y passent, le bibliothécaire, j'ai rencontré un bibliothécaire en détention qui me disait, voilà, je te sens très révolté, je te sens très remonté par tout ça. C'est quoi à peu près ton histoire? Explique-moi. Et je lui ai expliqué les grandes lignes. Et voilà, il m'a dit, ouais, il m'a tendu un bouquin, il m'a dit, lis ce bouquin-là. C'était quel bouquin? Le bouquin de Roger McGowan, Un message de vie du couleur de la mort. Et du coup, j'étais contre. Hein. Pour moi, la lecture, ça servait strictement à rien. C'était erroné, hein, quelque part. Mon idée, elle était erronée, mais en gros, c'est le programme. J'ai été formaté comme ça, au fur et à mesure. Tu vois, je voyais pas une fin en soi dans les études. Donc, du coup, pour moi, la lecture, c'était pas ce qui allait m'apprendre quelque chose. Quand je suis tombé sur cette lecture, ma vision
mon état d'esprit, mon comportement, mes prises de parole, tout a changé. Du tout au tout. Je suis passé du noir au blanc. Et j'ai commencé à dévorer ce bouquin-là. J'ai commencé à comprendre certaines choses, à commencer à assimiler mon histoire à celle des différentes personnes qui sont en détention, que ce soit en Amérique, que ce soit en France. Et après, c'est là où j'ai commencé à m'orienter sur d'autres lectures. J'ai rencontré un autre détenu qui m'a orienté sur la lecture des Black Panthers, qui m'a orienté sur la lecture de Malcolm X, de Gandhi, Martin Luther King, des indigènes, des tirailleurs sénégalais. Donc, du coup, j'ai bouquiné tous les jours. J'ai travaillé mentalement, j'ai changé ma façon de penser, j'ai changé en gros mon programme. Et c'est comme ça que ma détention, euh, je l'ai transformée en quelque chose de très positif. Et je me suis éduqué tout seul. Et vous avez écrit donc justement un livre sur votre expérience en prison, Préjugés coupables. C'était une façon pour vous de vous reconstruire. Bah déjà, le procédé, comment est-ce que ça s'est passé? Après les 96 heures de garde à vue, je suis parti au tribunal, au dépôt. Et une fois qu'on est passé au dépôt, on m'a mis en détention. Et une fois que j'arrive en détention, on me signale que je suis en isolement. Et une fois que je suis en isolement, je constate que je suis tout seul. J'ai pas de droits j'ai pas les mêmes droits que les autres détenus. Donc du coup, pas le droit d'aller à l'école, pas le droit aux formations, pas le droit de pratiquer un sport, pas le droit d'être avec les autres détenus. Donc tout ça, j'arrivais pas spécialement à comprendre et à mettre des mots sur tout ce que je vivais. Et je regardais un petit peu la télé et je voyais différents persos qui venaient, qui racontaient leur bout de vie. Et je suis tombé sur un témoignage c'était Lamance Mazou. Il avait écrit un livre et il disait au Grand Journal, voilà, j'ai été chef de gang, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait plein de conneries. Maintenant, voilà, j'essaie d'envoyer un message positif, j'ai écrit un bouquin, etc., etc. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, lui, il est dans le vrai. Et je me suis dit, allez, il est temps. J'ai commandé un bloc-notes et j'ai commencé à écrire. À écrire ce que je vivais, à mettre mes peines, mes joies, mon ressenti sur noir sur blanc. Et je savais pas ce que j'allais en faire. Je me disais, la seule trame que j'avais, c'est que ce que je vis, c'est incroyable. Je suis jeune. On ne sait pas ce qui va se passer demain. Je vais peut-être mourir, je vais peut-être être emprisonné très longtemps. C'est ce que je pensais d'ailleurs. Et je me dis, voilà, pour marquer le coup, les paroles s'en vont, mais les écrits restent. Je vais certainement avoir des enfants, si Dieu me le permet. Je vais certainement avoir une femme, si Dieu me le permet. Donc du coup, il faut qu'ils sachent que le mari ou le papa, il est passé par là, en parlant de moi. Donc je vais immortaliser ça, le laisser dans un coin et un jour le ressortir quand j'aurai ma femme et mes enfants. Et en même temps, je dévorais les bouquins, Frantz Fanon, tu vois, Les damnés de la terre, Peau noire, masque blanc, Un long chemin vers la liberté de Nelson Mandela. Et tous ces bouquins-là m'ont amené à penser et à voir les choses autrement. Et au final, voilà, c'était une émancipation dans un 9 mètres carrés. Et du coup, j'ai commencé à vraiment intellectualiser ce que je vivais, c'est-à-dire le combat, les institutions, euh, les luttes, la culture, l'émancipation, l'éveil intellectuel. Et du coup, voilà, c'est comme ça que mes joies, mes peines, mes souffrances, mes douleurs, mes ambitions, ma vision, tout ce que je pensais en termes politiques, en termes culturels, tout ce qui est côté social, tout ce qui est côté traditionnel, tout ce qui est panafricanisme, tout ce qui est Europe, j'ai mis noir sur blanc. Donc, après 29 mois en prison, vous Ouais, avez été acquitté. tout à fait. Et ce qui est assez incroyable, que vous dites dans votre bouquin que vous n'avez pas de haine envers la République française. Bah, avant d'être acquitté, il y avait tout un cheminement pour comprendre ce que je vivais, pour comprendre ce que je subissais, pour comprendre toute cette violence et cette inégalité. Et du coup, bah, je me suis dit, tu peux passer par tous les sentiments, mais c'est pas la haine. La haine n'est pas une fin en soi et c'est pas ça qui fera que tu seras entendu dans ton combat. Donc, mieux vaut intérioriser, mieux vaut prendre sur soi. Et quand je dis prendre sur soi, c'est j'ai fait ma révolution en cellule. Hein. J'ai fait j'ai eu mon temps de colère. Mais après la colère, qu'est-ce qu'on fait? Elle était là la question.
Et je me suis dit, plutôt que d'être vindicatif, plutôt que d'avoir la haine, plutôt que d'avoir un discours qui, qui amène à soulever les gens dans la colère et dans la haine, je me suis dit non, il faut envoyer un message positif. Il faut faire en sorte que ça, ce que moi j'ai vécu, ne se reproduise plus. C'était, je ne veux pas dire une vision utopique, mais c'est travailler pour pas que ça se reproduise. Travailler pour plus que ça se reproduise. Et dans le cas même où ça se reproduit, faire en sorte que la personne qui subit ça, elle ait les moyens, les outils pour pouvoir combattre ce qu'elle vit. Vous avez décidé de vous engager en politique, notamment aux dernières municipales. Pourquoi ces choix-là? Bah, on peut prendre ça comme quelque chose de surprenant, mais la réalité, c'est que mon combat, il est politique depuis ma naissance. Donc, j'étais dans des actions politiques, mais j'étais pas engagé politiquement. Donc, toute personne qui est dans un mouvement de contestation ou toute personne qui est tout simplement en train de contester quelque chose, elle fait de la politique. Après, il y a les institutions, il y a l'appareil, il y a tout ça qui permet d'avancer, de formaliser tout ça. Mais on est dans des actions politiques, on est dans de la revendication. Vous croyez à la politique, à sa force d'échanger les choses, c'est pour ça aussi que vous avez décidé de sauter le pas et... Tout à fait. J'y croyais. Enfin, j'étais très peu politisé. Je croyais pas du tout aux hommes politiques qu'on voit. Je voyais plus dans les actions politiques. Et à un moment donné, voilà, quand tu lis Martin Luther King, quand tu lis Nelson Mandela, quand tu lis les Black Panthers, quand tu lis Malcolm X, tu comprends que l'enjeu économique, l'enjeu politique, l'enjeu culturel et social se passe au même endroit. Donc c'est là où ça doit se passer. Dès que les décisions se prennent pour nous, on n'a pas notre mot à dire, nous on constate seulement. Donc à un moment donné, il faut changer les choses. Et je me suis dit tout simplement, avec tout ce qu'on a vécu, le décès de la Ramé Mousine, et en même temps, il y a eu un jeune qui s'appelle Ibo qui est décédé en moto, tout ça, ça a réveillé pas mal de choses chez nous. Et je me suis dit, voilà, à un moment donné, il y a un ami qui, depuis que j'ai écrit mon bouquin Préjugés coupables, il me disait toujours en 2012, faut que tu te présentes à la mairie de Sarcelles, parce que j'habitais sur Sarcelles, eux aussi sur Villiers. Il faut que tu te présentes sur Sarcelles par rapport à la mairie. Tu représentes tellement de choses pour nous, donc il faut que tu te lances en politique. Et j'étais pas prêt, je pensais pas du tout à ça. Et voilà, hein, quelques années après, il y a eu le décès de Ibo. Je me suis dit, bon, là, à un moment donné, voilà, j'ai pris la parole, les gens les écoutent. On n'est pas là pour prendre la lumière au co-caisse. Les gens, plusieurs fois, quelques temps après, ils m'ont redemandé de la parole. Donc, dès que les gens ils demandent, là, c'est positif. Allez, on y va. J'ai appelé mon pote. Faut qu'on se voit, faut qu'on s'organise, faut qu'on puisse impacter sur la ville positivement parlant en termes de politique de la ville. Et du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai dit, voilà, on va se lancer dans la politique, les municipales et on y va. Comment vous avez suivi toutes les manifestations à travers le monde suite à la mort de George Floyd? Les différentes manifestations qui ont suivi dans le monde, c'est des manifestations que nous, on vit tous les jours. La mort de George Floyd, c'est pas George Floyd. Lui, c'est ce qui a été représenté, c'est ce qui a été vu dans les médias. Mais des George Floyd, il y en a des millions et des millions. Les gens s'offusquent, les gens ont vu ça, sont touchés. Mais la réalité, c'est que Lara Mimousine, ils sont décédés, c'est dû à une collision ou à une percussion avec la voiture de police. Ziad Bouna, pareil. Ils ont été pris en chasse parce que les policiers voulaient les interpeller. Lamine Dieng, pareil. La même mort que George Floyd. Il a été étouffé, étranglement, etc. Adama Traoré, pareil. La même mort que George Floyd. Ali Ziri, il y en a plein, plein, plein. La liste, elle est extrêmement longue. Elle est extrêmement longue. Ibo, pareil. Les policiers lui ont barré la route. Il a tapé un poteau, il est décédé. T'as plein de morts. T'as Sabri, un jeune d'Argenteuil, pareil. T'as énormément de monde, énormément de jeunes, ou moins jeunes. Babacar Gueye, Gay Camara. La liste, elle est extrêmement longue. Je pourrais t'en citer, mais je vais en oublier et le but, il n'est pas là. Mais des George Floyd, il y en a eu, il y en a, et il va y en avoir. La question, c'est maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour pas que ça se reproduise? Quelle loi on met en place? Quel système on met en place pour qu'à un moment donné, quand ce genre de drame arrive, comment on arrive à tout de suite sanctionner, pénaliser et comment dire ça? Et condamner les personnes qui doivent être condamnées, tout simplement.
comment Mara se voit dans les années à venir? Quel est le message que Mara, quand tu as envie de lancer aujourd'hui à des jeunes qui veulent regarder cette interview? Bah, déjà, dans un premier temps, je me vois, je te dirais, je me vois comme quelqu'un qui veut travailler et qui souhaite impacter le monde le plus positivement possible. Tu vois, sensibiliser les gens, mobiliser les gens, faire prendre conscience aux gens que, et le que, c'est que tout est possible à question de se mobiliser, s'informer et s'éduquer. Il y a un grand homme qui disait, dans la vie, il faut de l'inspiration et de l'information. Avec ces deux choses-là, on fait énormément de choses. Beaucoup d'inspiration, beaucoup d'information. Tu joins les deux, et à partir du moment où tu as l'information et tu as l'inspiration, tu crées des choses plus que magnifiques et extraordinaires.